Je suis désolé de devoir exposer devant un auditoire extrêmement savant les limites de mes compétences physiques, qui sont, je vous prie de le croire, très réelles, étant plutôt biologiste et historien des sciences de la vie. Mais Schrödinger est une personnalité qui ne peut laisser personne indifférent. Alors Schrödinger publie en 1960, peu avant sa mort, qui a lieu le 4 janvier 1961, un mémoire au titre d'allure assez philosophique, « Qu'est-ce qui est réel ?» Je peux assez aisément imaginer que Schrödinger constitue à la fois, pour les physiciens contemporains, je dirais une référence obligée et peut-être un vieux sage. Alors, Schrödinger a toujours eu une inclination pour la philosophie. Il a lu beaucoup de philosophes. Il était aussi attiré par l'ésotérisme, et ce point n'est pas totalement indifférent, comme nous le verrons. Il a écrit plusieurs essais philosophiques qui témoignent d'une véritable originalité de pensée et d'une réelle habileté dialectique, sans que pour autant Schrödinger puisse être considéré comme un auteur philosophique, dans la mesure où il ne pratique pas réellement le mode d'argumentation propre à la philosophie. La question qu'il pose en 1960, « Qu'est-ce qui est réel ?», a la particularité de ne pas être formulée à la manière dont un philosophe, je dirais classique, formulerait une question analogue. Un philosophe classique se demanderait plutôt « Qu'est-ce qu'être réel ? Quelle est, entre guillemets, l'essence de la réalité ? Que signifie cette propriété qu'est être réel, baptisée réalité ?» La question de Schrödinger n'est pas tout à fait cela, même si elle est aussi en partie, bien sûr. Il me semble, je plaque un petit peu une idée préconçue en fait là-dessus, sur cette affaire, bien sûr, il me semble que Schrödinger cherche au moins autant à identifier qu'à définir. Alors pour comprendre la question, il faut donner rapidement la réponse. La réponse est celle sur le soir de sa vie, il faut le dire. Un physicien qui donne l'impression d'être un petit peu désenchanté, sinon découragé. Je ne pense pas que le découragement caractérise actuellement la physique, apparemment. Ça n'est plus de mise aujourd'hui. La réponse, qui est un peu inattendue, voire paradoxale, appartient en première approximation à ce que l'on peut cataloguer classiquement en philosophie occidentale comme l'idéalisme subjectif. Ce qui est réel, c'est ma représentation et rien d'autre. Et cette réponse trouve en réalité des correspondances que nous pourrons vaguement esquisser avec la pensée orientale, l'hindouisme, les Upanishads. Il y a un aspect fortement métaphysique et même presque mystique chez Schrödinger, tant à la fin de sa vie que à ses débuts. 1960, la fin de sa vie. 1925, alors qu'il est en train d'élaborer le formalisme qui est le sien, à 38 ans, il soutient des thèses analogues à celles qu'il soutient en 1960, et c'est tout de même assez remarquable. Alors, l'objet de l'exposé qui va suivre, c'est en réalité d'analyser les motivations de la réponse de Schrödinger à partir de travaux antérieurs, de textes d'épistémologie proprement dite, qui sont rassemblés dans un recueil qui malheureusement n'a pas été traduit en français, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une loi de la nature » Das ist ein Naturgesetz. Ce sont des textes magnifiques, il y a là-dedans la conférence Nobel et bien d'autres textes. Je regrette simplement que ces textes ne soient pas disponibles en langue française. En tout cas, la réponse de Schrödinger à la question « Qu'est-ce qui est réel ?» s'exprime donc à peu près de la sorte « Ce qui est réel, c'est ma représentation, et cela n'est rien de plus que cela. » On ne peut rien en dire de plus que cela. Quelques citations. Nous allons nous en prendre à l'affirmation qu'il doit exister en dehors d'elle ou auprès d'elle, la représentation, un objet dont elle est la représentation et dont elle est la conséquence. Car cela me paraît une répétition tout à fait inutile, qui se heurte à l'image du fil de rasoir d'Occam. De plus, nous ne savons pas ce que doit signifier ici existe, un concept qui n'est nullement nécessaire à la représentation elle-même, car celle-ci se construit d'une manière très compliquée, il est vrai, sur une simple donnée. Donnée, alors le terme de donnée, moi, ça me fait
penser irrésistiblement à l'empirisme de Marc que Schrödinger connaît évidemment extrêmement bien. Remarque incidente, Schrödinger, qui a lu Russell et Wittgenstein, est très impressionné par le fait que notre pensée soit à ce point inféodée à la structure de notre langage. Il en tire la conclusion suivante, qui parle sans doute aux physiciens. Bertrand Russell a attiré notre attention, à juste titre, me semble-t-il, sur le danger des préjugés philosophiques qui découlent de la syntaxe commune à toutes les langues de culture. Articulation en sujet, complément d'objet direct ou indirect, etc. La doctrine moribonde de la substantia et de l'accidens n'est pas la seule à en découler. De là vient aussi la séparation de l'objet, et du sujet dans l'observation de la nature, que les dernières décennies ont entouré d'un halo de mystère, ou plutôt, elles ont entouré d'un halo cette mystérieuse non-séparation. Il s'agit bien sûr de la non-séparation du sujet et de l'objet dans l'expérience, qui aurait été découverte tout récemment. Je pense que ces choses-là parlent aux physiciens aujourd'hui. Revenons à notre sujet principal. On trouve dans la suite du texte de Schrödinger les affirmations suivantes. Réalité, existence, etc. sont des mots vides. Si vous supposez qu'il y a un monde extérieur réel qui est la cause agissante de notre perception sensorielle et qui peut par conséquent être influencé par nos actes volontaires, une idée que je vous conseille de ne pas avoir, alors apparaît ce danger qu'à partir de cette explication plausible de notre vécu commun, on admette aussi notre connaissance de celui-ci comme inévitable, totale et allant de soi, et que l'on ne s'interroge plus ni sur son origine, ni sur le degré de perfection qu'il peut atteindre. Je crois qu'il s'agit du vécu commun. Et là, il ne s'agit plus d'une querelle de mots. Penser ainsi est une erreur. Penser ainsi est une erreur. Cela va plus loin, car cela met en jeu l'idée que l'on peut se faire de l'activité des sciences de la nature. Schrödinger, physicien désenchanté, a sur ce sujet des phrases qui sonnent de sa part comme définitives. Je cite, « En ce qui concerne les sciences exactes, l'idée maîtresse est probablement que nous ne parviendrons jamais à reconstruire parfaitement la nature à l'image mentale. Ce que nous reconnaissons et affirmons ici va encore plus loin. Une compréhension mutuelle entre les hommes qui serait totalement sûre, sans ambiguïté, est impossible. C'est un but dont nous nous approchons toujours davantage, mais que nous ne pourrons jamais atteindre. Pour cette raison déjà, les sciences exactes ne sont jamais vraiment possibles. » Quand même une affirmation extrêmement forte de la part de Schrödinger. Alors, revenons à notre point de départ, la question du réalisme. Je n'ai pas la moindre hésitation à déclarer qu'accepter un monde matériel existant réellement comme explication du fait que nous nous trouvons finalement tous empiriquement dans le même environnement est mystique et métaphysique et libre de le faire qui veut, c'est commode, bien qu'un peu naïf. Existe donc le réalisme, qualifié de naïf. L'antiréalisme que Schrödinger adopte à la fin de sa vie a en réalité des racines profondes dans sa pensée qui datent en réalité d'avant ses travaux fondateurs de mécanique ondulatoire. Je fais allusion à un texte de 1925 intitulé « La quête du chemin ». Il s'intéresse depuis longtemps à l'hindouisme. Il est apparemment préoccupé par la validité du principe philosophique bien connu de non-contradiction. Et c'est là un point très important que nous allons retrouver un peu plus tard dans des textes proprement épistémologiques ou quasi-scientifiques. Alors voici ce que Schrödinger écrit en 1925 dans ce texte à caractère très philosophique de la quête du chemin. Plus on tente de découvrir le caractère des relations générales qui sont depuis toujours le but de la philosophie, plus on se sent découragé d'en dire quoi que ce soit, parce qu'on reconnaît de plus en plus nettement ce que tout énoncé à ce propos a de vague, d'inadéquat, d'impropre et d'unilatéral. Cette attitude négative n'a trouvé nulle part une expression plus marquée que dans la sagesse bouddhiste, qui cherche à l'exprimer symboliquement par des énoncés contradictoires, comme par exemple « une chose ne serait ni A ni non A », cependant elle ne serait pas un ni A ni non A, et on pourrait dire encore qu'elle serait à la fois A et non A. Le problème, déclare Schrödinger, est celui de composer un tableau d'ensemble combinant ces différents aspects. Schrödinger
joue donc avec l'idée que le principe de non-contradiction pourrait être mis de côté. Il cherche une vision globalisante. Or, au moins depuis quelque temps, le problème de la composition des points de vue, corpusculaires et ondulatoires, est à l'ordre du jour, comme chacun sait. On sait que le travail de De Broglie, 1924, a été immédiatement répercuté dans le monde germanique par Langevin, qui l'a adressé à Einstein, lequel a répondu à Langevin que De Broglie avait soulevé un coin du grand voile. Et on sait aussi que Schrödinger, en 1925, à Zurich, a pris connaissance de ce travail et qu'il a cherché à reformuler les choses, ce qui a été un certain stimulus, semble-t-il, pour sa propre formulation de la mécanique ondulatoire. Alors, Schrödinger, en 1925, a rédigé un article sur la théorie des gaz d'Einstein. Je n'ai pas eu la possibilité de lire, malheureusement, cet article. Il réfléchit dans cet article, j'en ai une connaissance indirecte, il réfléchit sur la conception des particules comme ondes et il utilise les résultats de De Broglie. Et donc il y a, me semble-t-il, c'est très difficile d'établir ces choses-là, mais il y a, me semble-t-il, en 1925, des résonances entre la réflexion philosophique de Schrödinger et son intention de reformuler les principes de la mécanique ondulatoire. Et pourtant, il s'agit de deux domaines séparés. Les réflexions sur le principe de contradiction et l'invention de la fonction d'onde sont deux expressions différentes de la créativité extraordinaire de Schrödinger en 1925. Il se trouve à Zurich. Maintenant, je vais faire appel à un ouvrage absolument merveilleux qui est le recueil d'articles « Qu'est-ce qu'une loi de la nature ?» Je vais en extraire deux textes, l'un de 1930, Die Wandlung des physikalischen Weltbegriffs, la transformation du concept du monde physique, et l'autre de 1933, la conférence Nobel intitulée « L'idée fondamentale de la mécanique ondulatoire » ou « La pensée fondamentale de la mécanique ondulatoire ». Le premier, qui est un texte assez court, servira à commenter le concept du réel. Le second servira à commenter le problème de la contradiction. Alors, Schrödinger commence par remarquer, dans ce texte de 1930, que le quasi-renversement de l'image du monde, et il le remarque avec autant de pénétration que d'humour, est venu de deux côtés différents sous deux formes opposées l'une à l'autre. Les uns se sont convaincus que l'image conventionnelle du monde était trop continue. Les autres ont dit que l'image du monde était beaucoup trop discontinue. Mais le plus bizarre était que les deux orientations de pensée convergeaient finalement d'un point de vue mathématique formel et donnaient lieu aux mêmes prédictions expérimentales avec la meilleure concordance par rapport aux résultats d'observation. Les représentations, les images, les façons de parler sont très différentes dans les deux camps, chacun considérant l'autre, dit Schrödinger, avec un sourire sceptique, tout en admettant qu'il doit y avoir quelque chose de vrai dans la position opposée, sans que chacun considère que ce compromis soit entièrement sincère, et même pas entièrement sincère à l'égard de soi-même. Pas entièrement sincère, car, poursuivons, une réflexion sincère nous apprend qu'il est impossible qu'une chose réellement existante puisse être en même temps un point matériel et un train d'ondes. Fin de citation. Et il poursuit. Mais d'une manière assez bizarre, lorsque les deux petits personnages, le continuiste et le discontinuiste, s'asseyent ensemble et disent « Alors, nous voulons instituer telle ou telle expérience, que penses-tu qu'il va en résulter ?» Alors les deux disent presque toujours la même chose, au moins quant aux expériences qui se laissent effectivement réaliser. Effectivement réaliser. Schrödinger pose alors une question d'origine. D'où provient cette représentation si commune de quelque chose qui se produit continuellement? Eines kontinuierlichen Geschehens, une sorte de processus continu. Est-ce que nous vivons réellement cela dans l'expérience, l'observation et la mesure? La réponse est non, pour plusieurs raisons. En premier lieu, c'est la discontinuité qui, argumente Schrödinger, est à la base de la mesure. La mesure se fonde sur l'existence, d'entrée de jeu,
d'une quantité finie et déterminée de résultats possibles, sur une sorte d'échelle graduée, est discret. Il existe une quantité finie de réponses permises qui sont en quelque sorte convenues, verabredet, avec la nature, parmi lesquelles la nature ne peut donner qu'une à chaque fois. Une recherche, même la plus compliquée, n'est rien d'autre qu'un jeu de questions-réponses qui se succèdent, aussi nombreuses que l'on voudra, mais toujours sur un nombre fini de possibles discrets. Je cite, « Nous localisons le réel, das Wirkliche, à l'intérieur d'un discontinu fini de possibles, vom Möglichen, possible au singulier. Le matériau brut de notre image scientifique du monde, argumente Schrödinger, possède ainsi sans aucun doute un caractère discontinu. Il appartient comme une variété discontinue. Il apparaît comme une variété discontinue. Cela ne suffit pourtant pas à créer une image du monde. Nous ressentons un besoin impossible à éluder de compléter et d'enrichir le matériau d'observation, de l'inclure dans des variétés plus riches de contenu, permettant de donner tous les résultats futurs de mesures pensables. Et pour cela, nous procédons, reconnaît-il, à l'interpolation. Nous créons des courbes continues. Au niveau de l'atome, remarque-t-il, l'interpolation n'est plus permise, car les trajectoires continues ne sont en aucun cas observables, déclare Schrödinger. Le concept de trajectoire ne fonctionne plus, et cela ne doit pas nous déconcerter. Alors, Schrödinger insiste donc, d'une manière très importante, sur cette discontinuité des observations. Et en raison de cela, il est utopique, déclare-t-il, de se faire une image adéquate, ein zutreffendes Bild, du système observé, qui permette de prédire le résultat de toute observation ultérieure. Pourquoi? Parce que le nombre des mesures effectuées est fini, le nombre de mesures possibles certainement infini. Il est d'emblée invraisemblable que la nature soit suffisamment simple pour permettre une telle inférence de quelque chose de fini à quelque chose d'infini. La faillite de l'image classique déterministe et continuiste de la nature est patente. La nature, déclare Schrödinger, ne fait que des sauts discontinus. On doit être cependant très prudent avec une telle interprétation. C'est à nos observations que s'attache un caractère discontinu, saltatoire. En vertu, déclare Schrödinger, d'une certaine constitution finie, et c'est là qu'il verse dans l'idéalisme, d'une certaine constitution finie limitée de notre esprit, nous ne sommes tout simplement pas en état de poser à la nature une question qui autorise une suite continue de réponses. Nous ne sommes tout simplement pas en état de poser à la nature une question. C'est en raison de cela que nos observations sont peut-être d'une manière très essentielle une affaire, non de l'objet seulement, mais bien plutôt une affaire de l'interaction entre sujet et objet. L'interpolation ne nous donne nullement le droit d'espérer que la construction d'un continuum par interpolation nous permette d'affirmer que ce continuum présente la chose telle qu'elle est en soi, mais seulement la relation entre sujet et objet. Alors, il est quand même très remarquable de constater que cette interprétation de Schrödinger repose sur le seul fondement du caractère discontinu des observations, du moins dans ce texte. Mais si nous allons encore un peu plus loin avec lui, d'autres surprises nous attendent. Les différentes figures d'ondes, électromagnétiques ou matérielles, ne doivent pas être conçues comme une description purement objective de la réalité. Les fonctions d'ondes ne décrivent pas la nature en elle-même, mais la connaissance que nous prenons chaque fois d'elle par les observations. Elle ne nous laisse pas prévoir avec certitude et précision les résultats de mesures futures, mais seulement avec un certain degré d'imprécision et de simple probabilité, cela est bien connu. La description ondulatoire est telle que même si l'on multipliait à l'infini les observations toujours plus précises, le futur ne serait pas parfaitement dévoilé. Le physicien est donc forcé, aux yeux de Schrödinger,
de renoncer à une description purement objective de la nature. La seule véritable réalité que nous puissions connaître, c'est la relation sujet-objet. Alors, si cette conclusion ne frappe pas, il faut bien le dire par son originalité, l'insistance de Schrödinger dans cet article sur la discontinuité des observations et sur l'essentielle incomplétude de l'image du monde est absolument frappante. Est-ce que cette ligne de pensée tient encore le coup? Je n'en suis pas sûr. C'est peut-être pour les physiciens, mais c'est à eux de le dire, quelque chose qu'on pourrait qualifier comme de l'archéologie. Je n'en sais rien. Les problèmes, en tout cas, se sont déplacés. Venons-en maintenant à la conférence Nobel intitulée « La pensée ou l'idée fondamentale de la mécanique ondulatoire » et aux commentaires de la possibilité de jouer avec une sorte de contradiction. La conférence Nobel de Schrödinger appartient au genre de la vulgarisation de très très haut niveau. En tant que non-physicien, philosophe, frotté d'un petit peu de biologie, je trouve ce texte véritablement sublime. Elle est admirablement écrite, comme tout ce qu'écrit Schrödinger, avec une imagination, une poésie et un jugement terrible, absolument frappant. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la question suivante: comment approfondir la mécanique quantique, les conditions de quantification? Comment aller au-delà de cette donnée? Eh bien, un moyen de le faire, celui effectivement emprunté par Schrödinger, est de mobiliser à nouveau ces vieux outils de l'optique et de la mécanique classique, que sont les principes de Fermat, à savoir le fait que la trajectoire de la lumière correspond au temps de parcours le plus faible, et de Hamilton, à savoir l'existence d'une valeur minimale d'une certaine intégrale, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait l'intégrale d'action. Ça, c'est un autre point. Le point de Schrödinger est que ces outils mathématiques très fondamentaux de la mécanique classique peuvent servir à mieux comprendre la mécanique quantique, à condition bien sûr d'être rénovés, ce qu'a fait Schrödinger avec sa fonction d'onde. Alors, ce qu'il y a donc de nouveau, c'est l'usage et l'interprétation et l'enrichissement. La fin de la conférence est à cet égard absolument admirable. Comme on peut donc s'y attendre, la conférence de Schrödinger est d'abord consacrée à une exposition élémentaire et extrêmement suggestive de l'optique, puis à la transposition analogique de l'optique en mécanique. Jusqu'où peut aller cette transposition des conceptions ondulatoires renouvelées? Alors, deux choses sont frappantes dans cette affaire, au moins pour moi en tant que philosophe. Premièrement, l'absorption de la conception de la matière dans la théorie des ondes de matière, et en second lieu, le fait que la conception ondulatoire véhicule l'idée d'une solidarité des phénomènes entre eux. C'est peut-être ça qui est le plus frappant dans la conférence de Schrödinger. Une solidarité des phénomènes entre eux, et donc apporte nécessairement un point de vue plus global. Le passage de la mécanique classique à la mécanique ondulatoire correspond au passage de l'optique corpusculaire à l'optique ondulatoire pour Schrödinger. Ce qui frappe le plus dans ce passage, c'est le fait que la longueur d'onde de ces ondes de matière qu'il est nécessaire désormais de postuler, Materialwellen, est du même ordre de grandeur que la dimension du noyau atomique. Et il donne un grand rôle à cette supposition qui lui paraît concordante avec un certain nombre de phénomènes. La diffraction de ces ondes de matière est en rapport à la fois à leur longueur d'onde et à la dimension du domaine de perturbation exercé par le noyau atomique sur leur propagation, les deux étant en rapport étroit. Et il effectue le pas décisif en proposant d'identifier le domaine de perturbation exercé par le noyau atomique, le Beugungshof, le domaine de diffraction, avec l'atome qui est l'ensemble. En sorte que, je cite, l'atome ne serait en réalité rien de plus que le phénomène de diffraction d'une onde électronique capturée ou captée d'une certaine façon par le noyau atomique. Et il n'y aurait donc rien d'étonnant dans ce cas que la dimension de l'atome, non du noyau, de l'atome, et la longueur d'onde soient du même ordre de grandeur. Je ne poursuis pas la suite du raisonnement, d'abord parce que je n'en suis pas capable, ensuite parce qu'il introduit la constante de Planck et que cela permet de donner des résultats pour ces domaines de diffraction en accord avec les dimensions atomiques, concept naturellement lui-même peu précis.
Alors, la conclusion de cette conférence Nobel est magnifique et très émouvante. Je dirais que pour moi qui suis, excuse de le dire, d'origine littéraire, ayant reçu par la suite une éducation scientifique et une imprégnation scientifique, je lis du Schrödinger dans le texte comme je lirais du Goethe. Pour moi, c'est pareil. Ça n'est pas complètement pareil, bien sûr, parce qu'il y a toute la physique derrière, ce qui est énorme. Mais je lirai aussi Schrödinger comme je lirais du Goethe, et surtout pas en traduction. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion concerne les difficultés que Schrödinger qualifie de conceptuelles, à la différence des difficultés mathématiques. Ces difficultés tiennent aux représentations de trajectoires ou de courbes trajectoires, Bahnkurve, et de surfaces d'onde, de fronts d'onde, dirions-nous, Wellenflächen. Il n'est pas difficile, remarque Schrödinger, d'aller de la représentation d'une courbe à trajectoire ou d'une trajectoire à un système de surfaces d'onde perpendiculaire à la courbe. Mais les surfaces d'onde, même très petites, rassemblent nécessairement au moins un étroit faisceau de trajectoires possibles, par rapport auquel ces surfaces sont dans un rapport identique. On peut se représenter cela assez facilement. Selon la conception ancienne, l'une d'entre elles, de ces trajectoires, est distinguée, dans chaque cas concret, comme celle qui est réellement parcourue, wirklich durchlaufene, par rapport à toutes les autres simplement possibles. Mais selon la conception nouvelle, ce n'est pas le cas. Je cite, « Nous rencontrons ici tout le poids de l'opposition logique entre un ou bien, entweder oder, mécanique ponctuelle, et un tout aussi bien que, sowohl als auch, mécanique ondulatoire. » Ça, c'est un point qui, pour ma part, me paraît absolument crucial. Mais, se demande Schrödinger, est-il si facile de substituer la deuxième représentation, tout aussi bien que, à la première? Permettez-moi à ce point de m'écarter un tout petit peu de la démarche de pensée de Schrödinger pour proposer une suggestion qui n'est pas invraisemblable. Il est plutôt très vraisemblable que la solution idéaliste, qui est finalement adoptée par Schrödinger face à la question « qu'est-ce qui est réel ?», résulterait de la difficulté de choisir entre les termes de l'alternative, entweder oder, et d'identifier ce qui est réel ou ce qui est plus réel. Il n'y a pas de réponse à la question de l'identification, finalement. Il n'y aurait pas de réponse à la question de l'identification, ce qui, quand même, va assez loin. Je me demande si cette solution idéaliste n'est pas liée à un point de vue qui devrait nécessairement global et qui finit par insister sur la solidarité entre les choses. Je ne dis pas que le fait d'insister sur la solidarité entre les choses entraîne nécessairement une solution idéaliste. Je n'en sais rien. Mais je constate ici, semble-t-il, qu'il y a un certain accord. Allons donc jusqu'au bout de la conférence Nobel de Schrödinger. Nous sommes devant deux conceptions. L'une caractérisée par une alternative, c'est une trajectoire ou l'autre, est liée à la mécanique classique du poids matériel, l'autre plus totalisante, liée à la mécanique ondulatoire. Maintenant, déclare Schrödinger, cela ne serait pas grave s'il s'agissait véritablement de laisser tomber entièrement la conception la plus ancienne et de la remplacer par la plus récente. Du point de vue de la mécanique ondulatoire, la troupe infinie des trajectoires ponctuelles possibles ne serait que quelque chose de fictif. Aucune d'entre elles n'aurait sur les autres la prérogative d'être celle réellement parcourue dans un cas particulier. Mais comme je l'ai déjà mentionné une fois auparavant, dans de nombreux cas, nous avons cependant observé réellement de telles trajectoires individuelles de particules. C'est tout à fait clair. La représentation ondulatoire ne peut pas rendre compte, ou ne le peut que d'une manière très imparfaite, ne peut pas en rendre compte. Il nous est diaboliquement difficile, verteufelt schwer, diaboliquement difficile, de considérer les traces de trajectoire que nous voyons simplement comme d'étroits faisceaux de trajectoires possibles, également justifiés,
entre lesquels les surfaces d'onde établissent des liaisons transversales. Et c'est pourtant ça qu'il faut faire. Et cependant, ces liaisons transversales, Querverbindungen, sont nécessaires pour comprendre les phénomènes de diffraction et d'interférence qui peuvent être démontrés avec la même évidence sur ces mêmes particules, même évidence que les trajectoires, et non pas simplement inférer des représentations théoriques sur l'intérieur de l'atome dont nous avons parlé. Les choses sont bien telles que dans chaque cas individuel concret, on arrive toujours exactement au but sans que les deux aspects différents conduisent à des attentes différentes sur l'issue d'expériences déterminées. Mais avec de tels chers, vieux et apparemment indispensables concepts, ils s'amusent, comme réel, wirklich, ou simplement possible, bloß möglich, on ne réussit pas, on ne peut jamais dire ce qui est réellement ou ce qui se passe réellement, mais simplement ce qui doit être observé dans un cas individuel concret. Qu'est-ce que Schrödinger a dit au fond dans ce texte assez complexe? Les deux conceptions mènent aux mêmes prédictions. Cela, c'est assez obvious. Ce qui l'est moins, et ce qui m'intéresse plus, c'est que la représentation ondulatoire ne peut que difficilement rendre compte des trajectoires individuelles observées, parce qu'il paraît terriblement difficile de se représenter des trajectoires ponctuelles comme des faisceaux de trajectoires possibles reliés par des liaisons transversales. C'est pourtant ces liaisons transversales, Querverbindungen, comme Schrödinger l'a montré abondamment tout au long de sa conférence en commentant l'optique ondulatoire, ces Querverbindungen sont nécessaires pour comprendre les phénomènes de diffraction et d'interférence. Je le répète, ces liaisons sont nécessaires. Tout de même l'impression, bien que n'étant pas physicien, donc impression assez vague, il est vrai, que de telles conceptions peuvent parler aux physiciens d'aujourd'hui, en tout cas quand je lis certaines choses, et en particulier la conférence d'Alain Aspect, qui n'est pas là. J'en profite pour saluer Peter Gallison qui vient d'arriver, et je le présenterai tout à l'heure. Je suis tenté, peut-être à tort, de soupçonner une sorte de communauté d'inspiration. La conclusion de Schrödinger est qu'il n'a pas été possible jusqu'à présent de réunir, d'unifier la représentation longitudinale et la représentation transversale dans une image unique. La question « qu'est-ce qui est réel ?» ne s'en pose qu'avec plus d'acuité. Pour terminer rapidement, en 1935, paraît le célèbre papier Einstein-Podolsky-Rosen qui met en question la complétude de la mécanique quantique. Dans ce célèbre papier EPR, la complétude est définie d'une manière frappante. Moi, cela me frappe. Je n'ai pas de connaissances physiques étendues, mais la manière dont les choses sont présentées me frappe. Elle est très analogue à ce que la tradition philosophique, une certaine tradition philosophique établie en particulier au XIXe siècle, enfin étudiée en particulier au XIXe siècle, a défini comme le parallélisme psychophysique, c'est-à-dire une correspondance point à point entre le physique et le psychique. Eh bien, le papier EPR définit la complétude comme une sorte de parallélisme théorético-physique. Autrement dit, tout élément de la théorie physique doit avoir sa contrepartie dans la réalité physique. Comment définir un élément de la réalité physique? Lorsque l'on peut prédire la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité correspondant à cette quantité, c'est ce qu'on a appelé par la suite le réalisme local. EPR conclut que la mécanique quantique n'est pas complète, car la mécanique quantique admet qu'une entité ne possède pas une propriété, comme le spin, déterminée, positive ou négative, avant la mesure, mais seulement une probabilité. Alors, dans sa conférence devant la Société française de philosophie en 2001, Aspect a mentionné le fait que peut-être Schrödinger, à peu près au même moment et d'une façon indépendante, aurait aperçu la même chose qu'Einstein, aurait raisonné de la même façon que Einstein. En tout cas, la publication du papier EPR a suscité un échange de lettres immédiatement entre Einstein et Schrödinger.
Revenons à EPR. Le réalisme local est testé par l'expérience de pensée suivante. Dans le papier EPR, on fait interagir deux électrons, puis on les éloigne de telle manière que toute interaction est supprimée. Puis on mesure leur spin. L'état initial d'énergie minimale, principe bien connu, le singulier, et l'état où l'un des électrons possède le spin positif, l'autre le spin négatif, sans que l'on puisse dire lequel. On les éloigne, donc ils perdent leur interaction. Si l'un quelconque est positif, l'autre devrait être négatif. La confirmation de cet état de choses impliquerait, il s'agit d'expérience de pensée, l'existence d'une réalité physique et contredirait un dogme fondamental de la mécanique quantique, selon lequel le signe du spin n'est pas une propriété intrinsèque, mais est suscité par la mesure. Schrödinger réagit immédiatement. Cet échange de correspondance avec Einstein aboutit en 1935 à la publication d'un important mémoire de Schrödinger dans lequel se trouve le fameux apologue du chat, sur lequel je terminerai, ayant déjà largement outrepassé mon domaine de compétences qui est extrêmement limité. Il paraît que c'est la règle du jeu aujourd'hui. Alors, l'apologue du chat de Schrödinger est destiné à faire saisir les difficultés qui se présentent lorsque l'on veut transposer au monde classique les conceptions quantiques avec leur caractère de globalité et de probabilité. Il me semble, peut-être ai-je tort, que le chat de Schrödinger pourrait à l'inverse faire comprendre le fait qu'il y a de fortes répercussions, que l'interprétation du monde quantique en termes classiques de réalité et d'individuation n'est pas possible. De quoi s'agit-il? Le niveau quantique, nous l'avons vu, implique un certain brouillage, un certain estompage, blurring, quelque chose d'analogue au halo que l'on observe en optique classique et qui est largement développé dans la conférence Nobel de Schrödinger. Les contours ne sont pas tranchés au niveau atomique, c'est bien connu. C'est ici que Schrödinger imagine un cas qu'il qualifie de burlesque. Un cas burlesque. Ce n'est pas en réalité d'une particule qu'il s'agit et qui est encagée dans un puits de potentiel. Ce n'est pas une particule, c'est un chat. Ce chat est enfermé dans une chambre métallique avec un tube Geiger qui contient un tout petit peu de substance radioactive susceptible de produire ou non une désintégration, une décharge d'un atome qui émet une particule radioactive. Alors, il est bien connu que la structure d'occurrence temporelle de la décomposition radioactive, c'est le cas type d'un processus parfaitement aléatoire, si j'ai bien compris. Et donc, il s'agit d'un processus aléatoire. L'atome émet ou pas une particule radioactive. S'il émet une particule radioactive, le compteur Geiger la détecte et à ce moment-là, un dispositif constitué d'une sorte de relais et d'un marteau se met en branle et le marteau casse une bouteille qui contient de l'acide prussique, et je crois qu'il s'agit de l'acide cyanhydrique en fait, donc du cyanure, ce qui a pour malheureuse conséquence de trucider le chat. Nous avons donc affaire à un système de transmission, en réalité, d'un phénomène quantique caractérisé par une structure d'occurrence temporelle aléatoire et une probabilité de désintégration qui est transposée dans la mécanique classique, qui est transmis dans un système classique. Toute l'affaire consiste donc à montrer que l'on ne peut pas transporter le formalisme. La fonction d'onde appliquée à la situation macroscopique exprimerait la situation en disant que le chat est à la fois vivant et mort. C'est la logique du tout aussi bien que. Il est formé à parties égales de vivants et de morts. C'est donc la logique du sowohl als auch, tout aussi bien que. Cet exemple, poursuit Schrödinger, nous empêche de considérer un modèle estompé ou brouillé comme une image de la réalité. Il y a une différence entre une photographie tremblée ou qui n'est pas focalisée d'une manière précise et une photographie de nuages et de bandes de brouillard. Alors je vous prie de m'excuser d'être allé beaucoup plus loin que mes moyens ne le permettent en réalité.